Bienvenue en Moselle, un département magnifique avec pas moins de 6200 km² et 725 communes. Dans cette émission Passion Patrimoine, j'ai décidé de vous en faire découvrir quelques-unes. Bien évidemment, nous ne pourrons pas toutes aller les voir, mais avec ce petit choix fait sur mesure, vous allez voir, nous allons découvrir de véritables pépites mosellanes. Allez, c'est parti! Dans cette émission, nous allons nous rendre aux quatre coins du département pour découvrir des lieux où le patrimoine historique, mais aussi le patrimoine naturel, côtoie des lieux de vie quotidienne et aussi, parfois, des légendes étonnantes. Vous allez voir, c'est un voyage au cœur des racines profondes de la Moselle que nous allons faire ensemble à travers les différentes étapes de cette journée. On commence au nord du département, à quelques kilomètres de la frontière franco-luxembourgeoise. Nous sommes à Montenac, un village de près de 500 habitants et avec de nombreuses surprises. Vous allez voir, elles sont d'ordre naturel, géologique, mais également gastronomique et historique. Bref, une visite qui s'annonce passionnante. Ce village du nord de la Moselle se trouve au cœur d'une cuvette formée par pas moins de 7 collines. Une cuvette traversée par plusieurs ruisseaux, dont celui qui a donné le nom au village, le Montenac. Un village tranquille, réputé pour ses paysages et ses nombreux sentiers de randonnée qui entourent la commune. C'est un très très beau village. En tout cas, ceux qui y viennent nous le disent, nous le répètent. C'est agréable de vivre à Montenac et puis je fais partie de ces jeunes qui sont arrivés il y a 40 ans et puis qui ne sont jamais repartis. Donc voilà, et ce qui m'encourage le plus et ce qui nous donne raison dans le fait de dire que Montenac c'est un très beau village, c'est que j'ai beaucoup de jeunes gens qui louent actuellement dans des appartements à Montenac et qui vont rester en location jusqu'à ce qu'on aura la possibilité, qu'ils auront la possibilité soit de trouver un terrain, soit d'acheter pour pouvoir rester à Montenac. C'est quand même plutôt sympathique de penser que les gens y viennent et qu'ils veulent y rester. L'histoire du village remonte à l'Antiquité et il n'est pas rare d'ailleurs de retrouver des vestiges de ces époques lointaines, comme nous l'explique Alphonse, amateur d'histoire, qui s'est installé à Montenac dans les années 60. Par exemple, quand j'ai construit ma maison, j'ai redécouvert une nécropole, un cimetière mérovingien. Et on a aussi découvert des sites romains, des petites constructions ou des morceaux de poterie romaine. Donc Montenac est occupé depuis longtemps. Et restons justement dans l'histoire de cette commune en parlant un peu de son patrimoine. En plus des calvaires visibles un peu partout, et notamment sur les sentiers de marche, il y a également 2 églises qui attirent le regard, avec bien évidemment Saint-Cyriaque, construite à flanc de coteau, surplombant le village. Construite en 1884, elle remplace une autre église bien plus ancienne, qui datait du XIIIe siècle, époque à laquelle le village de Montenac était devenu un lieu de pèlerinage en l'honneur de Saint Cyriaque, un chrétien romain du IVe siècle de notre ère. Et pour ceux qui aiment marcher, un peu plus haut, au détour d'un sentier de randonnée, il y a également la chapelle des Saints Auxiliaires, édifiée en 1896. Un superbe édifice néo-gothique qui se dévoile en haut de la colline et dédié à Saint Cyriaque et ses 13 compagnons. Mais le patrimoine de Montenac va au-delà des vestiges et des constructions en pierre. Le village est également réputé pour son patrimoine naturel, avec notamment ses pelouses calcaires. En nous rendant à la Maison de la Nature, espace pédagogique ouvert à tous et permettant de comprendre et connaître la faune et la flore locale, nous rencontrons Yann Rivière, qui nous explique l'importance de ces lieux. La réserve naturelle de Montenac a été créée il y a presque 30 ans avec comme but principal de protéger les pelouses calcaires qu'on devine tout autour du village, sur 6 des 7 collines qui entourent le village, et de protéger également, et ça c'est moins connu, le petit marais tufeux qu'on devine derrière là. Donc le tuf c'est quoi? C'est une roche d'accumulation, donc c'est une roche qui est en fabrication permanente, donc c'est des dépôts comme on peut l'observer ici, de poussière, de particules très fines de calcaire sur de la végétation, sur des mousses ici. Et donc ces accumulations qui ont lieu en permanence et qui sont observées depuis des centaines, voire des milliers d'années,
finissent par former une véritable roche qu'on appelle le tuf. Alors pourquoi c'est important, pourquoi on se donne tant de mal à les préserver, à les entretenir? Parce qu'en fait, justement, on y trouve une diversité de végétation, énormément de plantes différentes, des plantes à fleurs, hein, donc notamment ces fameuses orchidées, mais il y en a bien d'autres. À certains endroits, on arrive à 40, 42, 43 espèces de plantes différentes au mètre carré, ce qui est quand même assez remarquable et ce qu'on n'observe pas sur la plupart des prairies qu'on peut connaître par chez nous. Du patrimoine historique et naturel donc ici à Montenac. Et pour finir, impossible de parler de ce village sans aborder sa richesse gastronomique et hôtelière avec le domaine de la Klaus, le seul 5 étoiles du département de la Moselle qui permet de profiter du luxe et des paysages environnants. Avec également l'auberge de la Klaus ou encore le magasin de l'auberge. Des lieux incontournables pour les amateurs de gastronomie, de produits du terroir et du savoir-faire traditionnel. Une visite étonnante donc ici à Montenac, un village réputé notamment pour sa nature et ses pelouses calcaires, mais un village également plein de charme grâce à son patrimoine et donc à son histoire. Restons encore un peu dans le nord mosellan. Nos découvertes sont loin d'être terminées. J'ai envie de vous faire découvrir un village qui me tient particulièrement à cœur, notamment grâce à son patrimoine médiéval. Nous sommes à Rodemack, un village plein de charme d'environ 1300 habitants, situé à quelques kilomètres du Luxembourg et de l'Allemagne. Un village qu'on surnomme la Petite Carcassonne et vous allez vite comprendre pourquoi. Bienvenue dans un village où le Moyen-Âge a fortement marqué de son empreinte les rues et les bâtiments. Mentionné pour la première fois au IXe siècle, il est situé au pays des Trois Frontières, point de rencontre entre la France, le Luxembourg et l'Allemagne. Rodemack a été façonné par une histoire riche et mouvementée et par les guerres qui ont eu lieu entre ces pays pendant près de 1000 ans. Cette empreinte médiévale et historique, bien visible à chaque coin de rue, permet aux milliers de touristes qui parcourent le village chaque année, aux commerces qui y demeurent, mais aussi aux habitants qui y vivent, de plonger dans une atmosphère d'autrefois, comme nous le confirme le maire du village. On a la chance d'habiter autour d'un patrimoine exceptionnel qui a été rénové au fur et à mesure des années et qui appartient vraiment aux habitants. Et les habitants ont pris possession de ce village. On trouve effectivement dans les petites ruelles et je vous invite vraiment à vous perdre dans ces petites ruelles parce que vous aurez toujours des petites surprises, que ce soit des cadres de fenêtres, des portes bien refaites, des bâtis qui sont exceptionnels. On a également beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup d'associations qui se sont greffées à tout ça et qui permettent d'organiser tout au long de l'année des événements extraordinaires. Un village articulé autour de ruelles aussi étonnantes que typiques du nord mosellan, avec des petites pépites historiques, telles que ce lavoir du 19e siècle récemment restauré, ou encore ce billstock du 15e siècle, représentant le Christ entouré de Marie et Jean. Mais aussi la maison du bailli, construit au milieu du 16e siècle par Christophe II, margrave de Bade, qui gouvernait alors la cité. Mais la clé de voûte du village, c'est bien sûr sa citadelle, vieille de 1000 ans et de nombreuses fois remaniée au fil de son histoire et des guerres qui l'ont ponctuée. Et de cette époque militaire, il reste également, bien sûr, les remparts, qui datent du XIIIe et du XVe siècle. Sur les 1,1 km de remparts qu'il y avait à l'époque médiévale, il reste aujourd'hui pas moins de 700 mètres. 700 mètres sur lesquels on peut parfois marcher, comme ici, ce qui nous permet de prendre un peu de hauteur et de profiter d'une vue superbe sur le village de Rodemack. Si la courtine de laquelle on peut observer le village vu d'en haut est pour le moment fermée au public, il reste d'autres remparts tout autour du village sur lesquels les visiteurs peuvent se rendre. Des remparts étonnants et une citadelle impressionnante, démilitarisée au XIXe siècle, qui se dresse 25 mètres au-dessus du village et qui illustre l'histoire de Rodemack.
qu'en 2004, la communauté de communes de Cattenom-et-environ a fait l'acquisition de la citadelle. Et par la force des choses, c'est devenu le fleuron de notre offre touristique du territoire. Ce qui nous reste à faire, c'est de préserver cette citadelle et de la mettre en valeur pour l'inscrire entièrement dans l'offre touristique transfrontalière. Remparts, rues et ruelles, citadelles et de nombreux détails d'autrefois qui forgent un puzzle historique immersif et sublime qui fait tout le charme de Rodemack, un village décidément extraordinaire. Et voilà pour cette visite du village de Rodemack, un lieu magnifique, plein d'histoire et de patrimoine. Et je suis sûr qu'après avoir vu tout ça, vous ne serez pas surpris de savoir que ce village a obtenu le label de plus beau village de France. Le département de la Moselle compte 2 villages considérés comme faisant partie des plus beaux de France. Et nous verrons le deuxième tout à l'heure, un peu plus au sud. Mais pour le moment, allons visiter un dernier village de ce Nord-Mosellan, tout en restant dans cet univers médiéval. Nous arrivons à Sierck-les-Bains, une ville assez étonnante, connue notamment pour son château fort, cette immense forteresse qui surplombe la ville. Un château fort qui est directement rattaché à l'histoire de la Lorraine. Et j'ai bien envie d'aller y faire un tour. Et grâce à Clément, c'est lui là qui me filme, et là je vous emmène avec. Allez, c'est parti. Juché sur son promontoire rocheux surplombant la Moselle, à quelques kilomètres des frontières luxembourgeoises et allemandes, le château des Ducs de Lorraine est aujourd'hui l'une des stars de la Moselle Nord. Si l'on ne connaît pas la date exacte de la construction du château, on sait qu'il existait déjà au XIe siècle. Sans cesse reconstruit et réaménagé en fonction des progrès de l'armement et de l'artillerie, ce château est pourvu d'une très riche histoire. Longtemps, il fut la résidence favorite des ducs de Lorraine, rien que ça. Et lorsqu'ils étaient absents, le pouvoir était confié à la famille de Sierck, qui peu à peu a gagné en prestige, jusqu'à Arnold VI, comte du Saint-Empire romain germanique, connu notamment pour avoir fait construire le château de Mainsberg, appelé aussi le château de Malbrouck. Attaqué successivement par Louis XIII, Charles le Téméraire ou encore Louis II de Bourbon-Condé, le château entre dans le giron français en 1661, suite à quoi Vauban, le célèbre architecte royal, fait de ce château médiéval une forteresse militaire. Finalement démilitarisé en 1790, le château de Sierck-les-Bains devient la propriété de la commune en 1866. Une histoire étonnante, directement rattachée à celle de la Lorraine. Quelle histoire! Avec ça, on a le droit d'être chauvin et de le considérer comme un château extraordinaire, symbole de nos racines lorraines. Et Jean-Luc Michel, guide et spécialiste de cette histoire, est totalement d'accord avec moi. D'ailleurs, son costume de chevalier le prouve. Quand on est lorrain, on est fier de son château, le château des Ducs de Lorraine. C'est un écrin au pays des trois frontières. Pour moi, le château de Sierck, cette forteresse, elle a une âme. Parce qu'elle a une âme des Ducs de Lorraine. Et puis elle a une âme où on peut sentir, quand on touche, si on touche la pierre, on peut sentir tout ce qui a été fait. Les pierres parlent d'elles-mêmes. Elles ont été touchées par des maîtres tailleurs du Moyen-Âge. Elles ont été touchées par des soldats du roi. Donc, il est dans son jus. Il n'y a pas de nouvelle construction qui a été adaptée. C'est pour ça qu'il y a un projet de réhabilitation sur le château qui a été signé sur 30 années. Donc, il restera dans son jus. Autre vestige de cette époque, un peu à l'écart de la ville, la chapelle de Marienfloss et son sanctuaire, sans cesse détruit et reconstruit au fur et à mesure des guerres qui ont marqué le territoire. Un lieu finalement restauré dans les années 80 et qui attire aujourd'hui les touristes et les curieux. De cette époque demeure également la tradition de la roue enflammée, dévalant le plateau du Stromberg lors de la fête de la Saint-Jean au mois de juin, présageant ou non des bonnes récoltes de l'année. Un moment festif et qui rend hommage au passé de Sierck-les-Bains. En faisant le tour de cette forteresse en compagnie de mon guide chevalier, c'est un peu l'histoire de la Lorraine et de la Moselle qu'on parcourt. On se prendrait presque pour des membres de la cour du duc de Lorraine. Et de là-haut,
on profite également d'un panorama exceptionnel sur la Moselle. De quoi prendre un bon bol d'air lorrain. Et voilà pour la visite du château de Sierck. Mais Sierck, ce n'est pas uniquement une forteresse, c'est aussi une ville qui se trouve juste au pied de cette forteresse. Et c'est exactement là que nous allons maintenant. Et ouais, la visite continue. Avec près de 1700 habitants, la vieille ville est un ensemble de bâtiments historiques où les époques se côtoient d'une porte à l'autre. Et en parlant de portes, certaines d'entre elles remontent au XVIe siècle et renforcent encore cette image de ville historique. Des traditions et une atmosphère qui animent la ville de Sierck-les-Bains lors des grands rendez-vous annuels dont les thèmes sont souvent, devinez, le Moyen-Âge bien sûr. Une ambiance totalement adaptée au cadre historique, on pourrait même dire une ambiance sur mesure, ce que nous confirme la maire de la commune. Sierck-les-Bains, c'est une ville unique, très empreinte de son histoire médiévale. C'est une ville dynamique qui bouge, qui fait la fête mais qui respecte bien les traditions. On aime bien tous nos produits locaux. On a aussi nos fêtes traditionnelles comme la Saint-Jean, qui est unique en Moselle, unique en France même, je dirais, avec notre trou enflammé. Et la fête du château, donc vraiment la vie à Sierck est très empreinte de son histoire et son patrimoine. Et cette commune est également connue pour avoir défrayé la chronique en 1985. Les habitants remarquent une forme mystérieuse apparue sur un mur, un visage, ressemblant étonnamment à celui qu'on se fait du Christ. Une nouvelle qui attire curieux et croyants des quatre coins du monde pendant des mois. Alors, manifestation surnaturelle ou simple hallucination collective, aucune idée. Sierck-les-Bains, au nord de la Moselle, c'est un peu une ode à l'histoire lorraine et mosellane, avec, en plus, une vue imprenable sur la rivière qui donna le nom au département. Et voilà donc, c'est au bord de la Moselle et au pied de cette commune de Sierck-les-Bains que s'achève cette visite. Une commune dont la riche histoire et le patrimoine qui en découle font tout son charme. Alors, si je récapitule, on a de l'histoire, du patrimoine, cette ambiance très médiévale, un peu d'insolite également avec le visage du Christ qui a défrayé la chronique. Bref, vraiment, Sierck-les-Bains est une commune qui a tout pour plaire. Et oui, toute une histoire ce duché de Lorraine. Un duché qui disparaît définitivement en 1766 lorsqu'il intègre le royaume de France, après 8 siècles d'existence. C'est aussi pour cela que notre région est intéressante. Nous avons notre propre histoire avant de rejoindre le grand livre de l'histoire de France. Mais tout ne s'est pas fait en un jour, évidemment. La ville de Thionville, par exemple, est devenue française en 1659, celle de Metz en 1648, Saint-Avold et Bitche en 1766, Sarrebourg en 1661. Bref, vous l'aurez compris, le charme de l'histoire mosellane et lorraine repose aussi sur sa complexité. Si vous souhaitez mieux connaître l'histoire du Nord-Mosellan d'ailleurs, je vous invite à vous rendre au musée de la Tour aux Puces à Thionville, situé dans l'ancien donjon du château des comtes de Luxembourg. Il vous permettra de mieux comprendre le passé de ce territoire. Mais revenons à nos villages. Descendons maintenant un peu plus vers le sud, vers le pays messin. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Nous sommes dans le village de Lessy, situé dans le pays messin. Un village que nous allons visiter et vous allez voir, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ce beau village d'environ 800 habitants, construit au pied du mont Saint-Quentin, est pourvu d'une histoire longue de plus de 2000 ans. Une amplitude historique extrêmement importante, explicable en partie par la proximité de l'ancienne voie romaine, qui reliait Durocortorum, Reims aujourd'hui, à Divodurum, devenue la ville de Metz. Plus tard, au Moyen-Âge, ce territoire de Lessy dépendait de l'ancienne province des Trois Évêchés du pays messin. Au XVe siècle, le village, qui était alors principalement peuplé d'agriculteurs et de viticulteurs, a connu de nombreuses destructions, notamment à l'époque des ducs de Lorraine, et sera de nouveau durement éprouvé
au moment de la guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648. Une époque difficile qui ne signe pas pour autant la fin de l'histoire du village. Les ruines et les pierres brûlées sont réutilisées pour construire de nouvelles habitations. Ainsi renaquit le village de Lessy. Cette histoire longue et ponctuée d'embûches est bien visible de nos jours et participe à la beauté des lieux. De l'époque du Moyen-Âge, il reste notamment l'église Saint-Gorgon, dont le clocher-donjon date du XIIIe siècle. Le portail et le chœur datent quant à eux du XVe siècle. Les anciennes maisons du village sont elles aussi le reflet de cette longue histoire qui s'est écrite ici, dans cet écrin de verdure. Lessy se trouve au cœur d'un site classé, le site du Mont-Saint-Quentin, qui est un site naturel, et donc il y a un cadre de verdure qui le rend extrêmement agréable à vivre. Et les nombreuses petites routes et chemins qui entourent le village permettent aux promeneurs et aux cyclistes de profiter du cadre naturel qui entoure le village. Un emplacement géographique qui participe au visage si particulier de Lessy et qui fait aussi la fierté des habitants et de la municipalité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir sur notre village, autant au niveau du patrimoine qu'au niveau d'une histoire sur la viticulture qui redémarre aussi. On peut tirer notre épingle du jeu par rapport au tourisme, à l'écotourisme, à l'environnement, la biodiversité et tout ce qui se passe sur notre commune. Aujourd'hui, le village s'est agrandi, sans pour autant dénaturer l'aspect historique des lieux. Maisons aux volets colorés, lierres et vignes sur les murs agrémentés de linteaux en pierre de Jaumont, typiques du pays messin, mais aussi la fontaine et le lavoir, et cette grande bâtisse néoclassique. Bref, toutes les pièces d'un grand puzzle historique et bucolique sont réunies ici. Avec l'apparition des nouveaux quartiers, de nouveaux habitants sont arrivés. Un cadre historique, naturel, et un quotidien qui a séduit les nouveaux arrivants, comme Max, originaire de l'Ariège, dans le sud-ouest du pays, installé ici depuis les années 70 et, semble-t-il, bien décidé à y rester. Depuis plus de 50 ans dans ce village, tellement accueillant, tellement sympathique, tellement animé, parce qu'il y a tellement d'associations qui donnent de la vie à ce village. Je pense que je ne retournerai plus en Ariège et que je finirai mes jours dans ce coin magnifique. La vie quotidienne, en plus des promenades et randonnées possibles, s'articule aussi grâce aux nombreuses associations créées et animées par les habitants. On a aussi bien des fêtes à thème, des activités mensuelles, semestrielles ou même hebdomadaires, gym, cours de langue, etc. Donc on a une vie associative très très riche. Lessy, un beau village typique du nord-est de la France, situé au pied du Mont-Saint-Quentin et ancré dans l'histoire du territoire mosellan et dont le charme repose sur l'histoire qui l'habite et les paysages qui l'entourent. Et voilà donc pour cette visite du village de Lessy, un village exceptionnel situé dans le pays messin et dont l'architecture est révélatrice de son histoire. Continuons nos découvertes autour du pays messin et parcourons quelques kilomètres pour nous rendre maintenant à Noroy-le-Veneur. Ce charmant village, situé sur les côtes de Moselle, compte un peu plus de 1000 habitants. Et son histoire, même si elle commence dans l'Antiquité avec l'installation de villas gallo-romaines, démarre véritablement au Xe siècle lorsqu'il est mentionné dans une charte de l'empereur Othon Ier. À cette époque, il porte le nom de Nogaretum. Des noms, ce village en a porté beaucoup. Nogaretum, Nogaredum, Noveroy, Noroy devant Metz, Nouroy devant Metz, Nord-le-Veneur ou encore Noringen. De cette longue histoire, il reste de nombreuses empreintes et même une ambiance. Les rues et les bâtiments évoquent sans mal l'histoire séculaire des lieux, avec bien sûr l'élément central du village, l'église Saint-Pierre. Une construction gothique superbe qui surplombe le village. Construite au XIe siècle, elle ne cessera d'évoluer
notamment au XIIIe et au XIVe siècle. Du XIe siècle, il reste néanmoins la crypte, une véritable plongée dans l'histoire pour celui qui s'y rend. Quant à son aspect fortifié, l'église Saint-Pierre en est dotée au XVe siècle, lorsque les comtes de Bar, puis les ducs de Lorraine, font de nos rois leur place forte durant leur guerre contre la ville de Metz. À cette époque du XVe siècle, le village est une forteresse. Mais le village s'apprête à vivre de difficiles heures, puisque en 1490, à la fin du XVe siècle, les Messins détruisent le village de Noroy-le-Veneur. Et plus tard, pendant la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, le village est détruit, rasé par les Croates. Expulsés grâce à l'intervention du comte de Soissons, les Croates laissent derrière eux un village éprouvé et martyrisé. Pourtant, sa reconstruction est enclenchée dès le siècle suivant. Et de cette renaissance, les bâtiments sont là encore nombreux. Avec, bien sûr, l'école, superbe bâtisse néoclassique, mais aussi ses fontaines, comme celle-ci, dite de Gaudier, construite en 1754 et transformée en 1847 lorsqu'elle a acquis son aspect actuel. Autre caractéristique historique de Noroy-le-Veneur, ses vignes. Les vins de Noroy étaient réputés dès le XIVe siècle, ce qui attise d'ailleurs la jalousie de leurs voisins messins, qui détruisent récoltes et tonneaux au XVe siècle. Et le coup de grâce aux vignes du village, ce sera le phylloxéra, ce puceron parasite qui mettra un terme définitif à la réputation des vins de Noroy au début du XXe siècle. Aujourd'hui, le village a su garder son visage historique, et la municipalité a d'ailleurs à cœur de le préserver. Donc en fait, le village de Noroy-le-Veneur a cette particularité d'avoir gardé son côté historique en fait, par justement son patrimoine, mais veut garder son côté historique en ne faisant pas de lotissement par exemple, en utilisant le village. C'est un village qui bouge en plus avec un fort tissu associatif. On a des événements, on a le festival des Coirailles au mois de juin, on a les traditionnelles fêtes, feux de la Saint-Jean, fêtes de la musique, avec les associations et l'équipe municipale qui participent. Ici, tout est réuni en fait finalement pour bien vivre à la campagne, mais proche de tout. Une municipalité engagée pour l'histoire, mais aussi pour sa faune et sa flore. En plus du jardin à partager entretenu par une association, le village compte également le parc Notre-Dame, où, en 2022, ont été plantés 150 arbres, avec la participation des habitants du village. On a fait cette plantation là-bas en 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a les enfants donc, de l'école primaire qui sont venus, ils ont planté les arbres. Ensuite, on a sollicité les habitants de Noroy-le-Veneur. Et là, la matinée, là, on était au moins 25-30 personnes. Depuis le Xe siècle, Noroy-le-Veneur n'a jamais cessé d'évoluer, malgré des périodes difficiles qui auraient pu sonner le glas du village. Fort heureusement, le village a toujours su renaître de ses cendres. Et aujourd'hui, des décisions sont prises pour préserver l'héritage séculaire de Noroy-le-Veneur. Et voilà donc, c'est au pied de cette église Saint-Pierre de Noroy-le-Veneur que s'achève cette visite. Un village donc dont l'histoire s'étale sur plus de 1000 ans et un village exceptionnel ici en Moselle. Avec Lessy et Noroy-le-Veneur, je me rends compte combien la guerre de 30 ans a ravagé ce territoire. Les villages ont été brûlés, pillés, les habitants massacrés. Un chapitre tragique de notre histoire qui dura de 1618 à 1648. D'autres guerres ont bien entendu marqué le territoire mosellan. Les 2 guerres mondiales, dont il subsiste de nombreux forts et ouvrages à travers tout le territoire, mais aussi la guerre de 1870, qui conduira à l'annexion de la Moselle durant près d'un demi-siècle par l'Allemagne. À quelques kilomètres de Metz, à Gravelotte, lieu symbolique de ce conflit, au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion, vous pouvez découvrir armes, vestiges, tableaux, explications, mais aussi, à l'extérieur, des cimetières militaires franco-allemands qui vous permettront de prendre toute la mesure de cette guerre. Reprenons la route et descendons encore un peu en Moselle. Pour tout dire, on s'arrête cette fois à l'extrémité sud du département. Il s'agit du 2e village mosellan, labellisé comme l'un des plus beaux villages de France.
nous sommes à Saint-Quirin, au sud du département de la Moselle. Vous allez voir, cette localité est réputée d'abord pour son patrimoine historique, mais également pour son patrimoine naturel. Une visite passionnante qui s'annonce. Avec un peu plus de 700 habitants, le village de Saint-Quirin s'apparente à une plongée dans l'histoire du territoire mosellan. Avec un patrimoine historique et religieux riche et varié, une promenade dans les rues de ce village est pleine de surprises. Avec par exemple le potager des écoliers, où les petits de maternelle ont transformé un terrain en friche en lieu d'apprentissage de la culture des légumes et des fruits. Une ambiance bucolique qui saute aux yeux, renforcée aussi grâce au massif qui entoure le village et aux petits ruisseaux qui le traversent. Mais à Saint-Quirin, ce qui attire le regard, c'est bien sûr le prieuré et son église étonnante. Reconnaissable grâce à ses deux beffrois coiffés de toits à bulbes. Une église construite au XVIIIe siècle, achevée en 1722. L'intérieur de cet édifice a de quoi surprendre, avec notamment les reliquaires, contenant, selon la légende, des restes de Quirinus, ce martyr romain décapité en 132 de notre ère et dont des ossements auraient été ramenés de Rome au XIe siècle par la sœur du pape Léon IX, originaire de la région. Mais la star de l'église priorale, c'est son orgue, que les spécialistes et les organistes viennent voir des quatre coins du monde. Frédéric, l'organiste de Saint-Quirin, connaît son histoire par cœur et nous explique cet engouement autour de cet instrument. C'est donc un des instruments les mieux préservés de l'Ancien Régime en Moselle et surtout c'est le seul orgue des Zilbermann en Lorraine. Alors les Zilbermann, c'était une dynastie de facteurs d'orgue d'abord établie en Saxe mais dont un des membres, André, est venu s'installer à Strasbourg et c'est son fils Jean-André qui a pris la succession qui a construit cet orgue de Saint-Quirin. On s'accorde à dire aujourd'hui que c'est un des instruments de Jean-André les mieux préservés, sinon le mieux préservé. Un instrument exceptionnel qui résonne telle une œuvre d'art, à l'origine même d'un festival annuel de musique sacrée qui participe à la fierté du village de Saint-Quirin. Aux quatre coins du village, les fontaines font aussi partie du patrimoine local et participent même au terreau de légende rattaché au village, notamment ici, au pied de cette statue de Saint-Quirin lui-même. Et à Saint-Quirin, il y a une légende liée à Saint Quirinus, comme toujours, une légende qui prétend qu'une source miraculeuse pourrait soigner pas moins de 60 maladies, dont les maladies de peau. Et la source miraculeuse, la voici. Bon, on va tenter, on sait jamais. Un patrimoine étonnant et des légendes qui attirent depuis des siècles de nombreux curieux, touristes et pèlerins. Et pour les accueillir, il y a de quoi faire. Camping, hôtels, gîtes insolites, restaurants et brasseries, il y en a pour tous les goûts. Comme cet établissement qui existe depuis pas moins de 111 ans, repris il y a peu par deux jeunes, Moïse et Gabin. C'est très convivial, c'est vraiment beaucoup de clients différents. Mais ils viennent dans ce village parce que c'est l'un des plus beaux villages de France, qu'il faut quand même savoir. Et il y a quelque chose à Saint-Quirin, il y a quelque chose. On est attiré par ce village. C'est ce que les clients nous disent. Et ce quelque chose dans ce village dont parle Moïse n'est peut-être pas étranger à cette aura historique qui transparaît dans chacune des rues et ruelles, mais aussi sur les hauteurs du village, dans cette forêt où l'histoire remonte encore plus loin, plus de 2000 ans en arrière. Sur les hauteurs de Saint-Quirin, dans cette forêt, il y a un site archéologique connu depuis le début du XXe siècle. Depuis 1911, c'est le site de la Croix-Guillaume. La Croix-Guillaume, c'est ce plateau où s'étendent de nombreux vestiges archéologiques de l'époque gallo-romaine entre le 1er et le 3e siècle. Un plateau qui réunit habitat, activités économiques, culte et nécropole. Bref, un site de vestiges gallo-romains véritablement complet ici sur les hauteurs de Saint-Quirin. Histoire, tourisme, auxquels s'ajoutent les nombreux sentiers de découverte et de promenade. À Saint-Quirin, les atouts sont nombreux, les bâtiments font écho à l'histoire du territoire,
Et tout en pariant sur l'avenir du tourisme, la municipalité n'oublie pas cette riche histoire, illustrée par des bâtiments de grès rose, cette pierre emblématique de la Moselle Sud. Saint-Quirin est exceptionnel avec son prieuré, son église, sa haute chapelle avec une vue magnifique sur le village, son patrimoine bâti, les maisons qui nous entourent du centre historique sont spécifiques et certaines ont même été subventionnées par la Fondation du patrimoine, notre prieuré aussi. Il suffit de se promener, d'aller dans les petites ruelles pour découvrir cette ambiance et puis l'accueil de nos habitants. Nos habitants sont super agréables. Enfin, voilà, il y a une ambiance dans Saint-Quirin qui fait qu'on aime s'y promener, on aime faire du vélo, on aime se promener et découvrir tout le patrimoine, toutes les petites choses qu'on peut voir sur des façades de maisons, que c'est qu'en se promenant qu'on peut les découvrir. Enfin, impossible de parler de Saint-Quirin sans parler bien sûr de la Haute-Chapelle, ce lieu où la légende raconte que les reliques du martyr Quirinus seraient restées ancrées dans le sol après leur arrivée de Rome. Pour commémorer ce miracle, une chapelle est construite dès le XIe siècle. Le village de Saint-Quirin, encerclé par la plus grande forêt communale du département mosellan, réserve de nombreuses surprises pour tous ceux qui s'y rendent. Il suffit d'une promenade pour se rendre compte que ce village est une véritable carte postale. Avec ses 2000 ans d'histoire, le village de Saint-Quirin est un lieu exceptionnel, avec des vestiges de l'Antiquité, nous l'avons vu, mais également du XVIIe, du XVIIIe siècle, bref, une mosaïque d'architecture historique ici en Moselle Sud que je ne peux que vous encourager à venir découvrir. Histoire, nature, archéologie, randonnée ou simple promenade, il y en a des choses à découvrir en Moselle. Et c'est loin d'être fini, comme va le prouver notre prochaine étape. Nous sommes à Bambiderstroff, au centre du département de la Moselle. Un village d'un peu plus de 1000 habitants et assez étonnant, grâce notamment à ses habitats traditionnels de Moselle, vous allez le voir. L'une des premières choses qui saute aux yeux lorsqu'on se promène au cœur de cette commune, c'est le nombre de calvaires qui s'y trouvent. Se comptant au nombre de 16, ils sont un peu partout et parfois même encastrés dans les murs. Le maire de la commune nous accueille à l'hôtel de ville avant de nous accompagner dans une visite guidée aux quatre coins du village, notamment pour nous montrer les maisons et bâtiments. On commence avec le magnifique presbytère, construit durant l'annexion au début du XXe siècle. Mais aussi de superbes maisons bien plus anciennes, toutes en pierre. Et d'autres encore qui ont ce style si particulier de la maison lorraine, avec des portes d'anciennes granges côtoyant les portes d'entrée, entourées de blocs de pierre et parfois décorées d'ornements. Pour la petite histoire, cette harmonisation des maisons a lieu après la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, lorsqu'il faut reconstruire les villages après les massacres et destructions qui ont mis le territoire à genoux. Notre village de Bambiderstroff est avant tout dans un écrin de verdure magnifique que nous continuons de préserver et qui fait un de ses atouts et qui effectivement amène beaucoup de personnes à venir nous visiter. Il reste également que nous avons un très beau patrimoine, je dirais, d'habitation typique, rural. Certaines de ces habitations ont été rénovées par nos administrés et aujourd'hui nous en sommes très fiers du résultat. Question patrimoine, le village est également pourvu de la superbe église Saint-Félix de Nol, datant du XIVe siècle, agrandie au XVIIIe, et dont le clocher est reconstruit au XIXe siècle. Au pied de ce patrimoine religieux se dresse un monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale, au style original, installé en 1976. La Seconde Guerre mondiale a en effet beaucoup marqué ce village, comme en témoigne notamment ce monument installé sur la place du 25 novembre, dédié aux GIs de la 80e division d'infanterie américaine qui ont libéré Bambiderstroff en 1944 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant la bataille de Lorraine.
Et en se promenant sur les nombreux sentiers de randonnée qui entourent le village et qui vous plongent dans une atmosphère bucolique, vous pourrez découvrir d'autres vestiges de ce conflit armé. En plus de son patrimoine bâti entre le XIVe et le XXe siècle, la commune compte également un ouvrage rattaché à la ligne Maginot. Construit en 1932, le Bambèche était rattaché au secteur fortifié de Folquemont. Un patrimoine militaire qui étoffe encore un peu plus le panel de patrimoine historique de Bambiderstroff. Un ouvrage acquis par la commune en 1972 et ouvert au public dès l'année suivante et qui, encore aujourd'hui, mobilise de nombreux passionnés qui poursuivent sa restauration. Les 50 ans de cette ouverture au public ont d'ailleurs été fêtés cette année en présence de nombreux passionnés, élus et soldats, afin de rendre hommage aux victimes de ce triste chapitre de notre histoire et de commémorer la joie de la libération en 1944. Un anniversaire remarqué qui a attiré plus de 2000 personnes. Un village marqué par l'histoire et les guerres qui a su garder son authenticité grâce à ses habitats nombreux, typiques de notre territoire mosellan, tout en évoluant, comme le prouvent les aires de jeu et les complexes sportifs. Et voilà pour cette visite du village de Bambiderstroff, avec donc de nombreuses maisons, anciennes, moins anciennes ou d'anciennes qui ont été retapées, mais toujours en gardant cet esprit traditionnel mosellan. Pour le prochain village, nous n'allons pas très loin, direction une cité de caractère étonnante, où nous allons faire un grand écart entre le Moyen-Âge et le siècle des Lumières. Nous sommes à Hombourg-Haut, une commune qui a la particularité d'être surplombée par un village médiéval qui regorge de surprises et de patrimoine. Et j'ai bien envie d'aller y faire un tour. Ce village, perché au-dessus de la ville, a gardé de nombreux marqueurs de l'époque de sa construction, au XIIIe siècle. Sur ce long promontoire rocheux, se dressait autrefois un château fort qui, selon les écrits anciens, était surnommé le miroir de beauté, tant il impressionnait ses contemporains. Aujourd'hui, il reste une bonne partie des 650 mètres de remparts qui entourent le vieux Hombourg. Avec de nombreuses reconstructions et remaniements au fil des siècles, la rue principale du vieux village est un patchwork de patrimoine divers, avec notamment des maisons datant du 16, 17, 18, 19 ou encore 20e siècle. Le contraste des époques donne une impression de mosaïque architecturale levée au cœur des anciens remparts du XIIIe siècle et de leurs tours défensives. Au pied de l'ancien château, par exemple, il reste des vestiges de la tour des sorcières, utilisée à l'époque pour jeter les personnes qu'on soupçonnait d'utiliser de mauvais sorts. Et un peu plus haut, là où se trouvait l'ancien château, le visiteur peut profiter d'une superbe vue sur la collégiale Saint-Étienne, construite en grès rose et ocre entre le XIIIe et le XVe siècle, par-dessus une église plus ancienne. Malgré un incendie survenu en 1632, cette collégiale trône toujours au cœur du vieux Hombourg. Avec ce style gothique massif, imposant, cette collégiale, classée monument historique depuis 1930, est même devenue le symbole de la ville. Récemment restaurée par la municipalité, elle est le véritable point d'orgue des lieux, visible des quatre coins du village. À Hombourg, les visiteurs plongent dans une ambiance historique indéniable où le moindre regard laisse entrevoir de nombreuses surprises. Comme la fontaine Saint-Clément, où l'on retrouve le premier évêque de Metz, maintenant prisonnier le Graouli, ce dragon qui, selon la légende, terrorisa Metz au IIIe siècle. Un patrimoine riche qui fait la fierté de la ville, comme nous l'explique le maire de la commune, que nous retrouvons au pied de la collégiale. Hombourg-Haut, c'est surtout aujourd'hui une petite cité de caractère, la deuxième de Moselle, qui a été labellisée l'année dernière. C'est une cité médiévale du XIIIe siècle avec une histoire florissante qui a traversé les siècles jusqu'à l'ère contemporaine. Aujourd'hui, on inscrit la ville non seulement dans des manifestations bien sûr patriotiques, mais on met en avant le patrimoine de la ville.
Un patrimoine qui se dévoile encore en avançant jusqu'au bout du promontoire, après avoir dépassé l'emplacement de l'ancien château démantelé par Richelieu en 1634 sur le chemin. Des calvaires et des statues représentant les saints auxiliaires nous accompagnent. Parmi eux, Saint-Cyriaque, Sainte Marguerite ou encore Sainte Barbe. En tout, ce sont pas moins de 14 saints qui bordent la marche jusqu'à un cimetière communal. Et juste après ce cimetière, une dernière surprise nous attend, et pas des moindres. Derrière moi se trouve la chapelle Sainte-Catherine. Elle date du XIIIe siècle, construite entre 1250 et 1270. Elle était à l'origine la chapelle privée du chevalier Simon de Hombourg. Elle a été restaurée au XVIIIe et XIXe siècle et elle constituait la partie extrême du château médiéval aujourd'hui disparu qui se trouvait sur tout ce promontoire rocheux ici à Hombourg. Une cité de caractère où près de 8 siècles d'histoire ont dessiné le visage si particulier de cette commune. Mais avant de repartir, faisons donc un crochet un peu plus bas. Le maire nous attend à l'hôtel de ville, symbole historique d'une autre époque importante pour la ville. Après la guerre de 30 ans qui porta un coup dur à la cité, la renaissance du bourg a lieu au XVIIIe siècle, lorsque la famille de Wendel installe une forge. Prémisse d'une ère industrielle pour la cité. De cette époque, il reste le château où Anne-Marguerite d'Hausen de Weidesheim, la femme de Jean-Charles de Wendel, pouvait profiter d'un superbe parc romantique où se trouve également l'entrée d'une ancienne mine de plomb. Un parc d'1 hectare qui accueille désormais des manifestations culturelles et musicales. Et en parlant de musique, notons tout de même que la ville est aussi marquée par la présence du compositeur Théodore Gouvy, dont le nom sort peu à peu de l'oubli. Le compositeur a vécu les 30 dernières années de sa vie dans cette belle villa située à 2 pas du château d'Hausen. Depuis le Moyen-Âge, Hombourg évolue au fil de son histoire. Pour autant, de nombreux témoins de pierre demeurent et dévoilent ce puzzle historique qui a façonné le visage si particulier de la cité. Et voilà pour cette visite de Hombourg-Haut et surtout de ce village situé sur ce promontoire rocheux qui surplombe Hombourg-Haut. Un village médiéval avec un patrimoine extrêmement riche, extrêmement varié, qui nous donne l'impression de faire une plongée au Moyen-Âge. Une cité de caractère qui a de quoi séduire. Même si le château fort a disparu, l'aura historique est toujours bien présente à Hombourg. Partons maintenant à la découverte de l'avant-dernier village de notre petit périple à travers la Moselle et nous allons découvrir une particularité unique de la ligne Maginot, mais aussi d'autres petites pépites historiques. Nous sommes dans le village de Host, en Moselle-Est, environ 600 habitants et avec un patrimoine extrêmement varié. Un patrimoine militaire unique au monde, un patrimoine bâti typiquement lorrain et un riche patrimoine naturel. Bref, beaucoup de choses que nous allons découvrir tout de suite. En explorant ce village de Host, les surprises se dévoilent au fur et à mesure des rues que l'on arpente. Des maisons à colombage typique, un café-épicerie tout neuf, des vestiges de la ligne Maginot et beaucoup de nature. Autant de choses que nous allons découvrir petit à petit. Mais commençons par le patrimoine présent dans les rues, avec une première surprise située ici, un témoin des temps anciens devenu plutôt rare. Derrière moi, il y a ce petit bijou de patrimoine, ce puits à balancier. Détruit durant la Seconde Guerre mondiale, il est reconstruit dans les années 50 et c'est aujourd'hui le puits à balancier le mieux conservé de la région et ça mérite tout de même d'être noté. Juste derrière encore, vous voyez une maison à colombage, une belle maison lorraine et j'ai bien envie d'aller y faire un tour. Cette maison, nommée la Maison Guth, est une véritable institution dans le village. Ici, on plonge dans le quotidien de nos ancêtres. Une maison paysanne qui a plus de 3 siècles. Avec sa vaisselle, ses meubles, son four à pain gigantesque
et sa cheminée normande étonnante, cette maison constitue un véritable témoignage des temps anciens. Léguée à la commune en 2015 par Joachim Guth, elle est désormais ouverte au public grâce à une association qui œuvre à sa préservation et à son animation. Elle est restée dans son jus, il y a les poutres, il y a la cheminée flamande, il y a tout qui est resté comme à l'époque. Rien n'a été changé. On sent l'époque, on sent la fumée de l'époque quand ils faisaient fumer leur jambon. Donc le monsieur qui a acheté la maison, il l'a laissé, il voulait qu'on le laisse et il nous l'a légué à la commune pour qu'on laisse la maison dans son jus et qu'on ne transforme pas dans le modernisme, quoi. Cette maison et l'immense arboretum qui l'aborde sont devenus des lieux où concerts et fêtes animent le village plusieurs fois par an. D'ailleurs, la vie associative du village est aussi l'un des grands atouts de cette localité, avec une programmation variée proposée tout au long de l'année. Les associations sont très dynamiques et donc proposent beaucoup d'activités, ce qui permet aux gens qui viennent habiter à Os de se retrouver et d'avoir des activités multiples qui plaisent beaucoup. Donc pour les jeunes, pour les tout petits ou pour les adultes ou les seniors. Un village où la vie quotidienne se partage aussi autour d'un verre ou d'une tasse fumante dans ce café-épicerie ouvert en juin dernier dans les locaux d'une ancienne menuiserie. Un lieu de vie, de partage et de détente qui permet aussi d'acheter et goûter des produits locaux. Allez, allons maintenant découvrir une autre particularité de Host qui se dévoile en périphérie du village. Ce sont ces deux grands étangs. Le plus grand s'étend sur 24 hectares et le plus petit sur 17 hectares. Creusés par la main de l'homme durant l'entre-deux-guerres, il s'agit en fait de bassins dont l'objectif était de compléter un ingénieux système créé pour inonder les vallées du Mutterbach, de l'Albe et de la Sarre afin de rendre impossible une traversée par l'ennemi. Aujourd'hui, ces lieux sont paisibles et permettent aux pêcheurs et aux promeneurs de profiter d'un endroit bucolique où venir passer la journée. Deux étangs qui sont devenus un véritable atout touristique pour l'ensemble de la commune. Aujourd'hui, ces écrins de verdure et cette trame bleue qu'on a aujourd'hui, nous on en a fait des sites pour les pêcheurs. Autour de ces étangs, bien sûr, il y a des circuits de randonnée pédestre, mais on a aussi fait le choix de faire passer des circuits cyclables, et puis ce qui fait qu'on attire vraiment beaucoup de monde, beaucoup de touristes, surtout à partir du printemps jusqu'à la fin de l'automne. On pense que Host fait partie des plus beaux villages de Moselle. On a des maisons paysannes lorraines qui datent du fin 17e, début 18e siècle, maisons à colombage, on pense qu'on est en Alsace, mais pas du tout. Alors elles ont été restaurées avec beaucoup de goût et vraiment ça donne une attractivité à notre village. Un village qui comporte de nombreuses particularités qui font tout le charme de Host. Et pour terminer la visite, montons sur l'une des digues construites durant l'entre-deux-guerres, histoire de finir nos découvertes au bord de l'eau. Fin de cette visite avec un patrimoine bâti exceptionnel, un patrimoine naturel avec ses étangs creusés de la main de l'homme, mais qui aujourd'hui sont des réserves de faune et de flore. Et bien sûr, un village exceptionnel également avec tous ces chemins de randonnée et ces pistes cyclables qu'il y a tout autour. En route maintenant pour le dernier village de notre programme. Pour cela, nous prenons le chemin de l'extrémité est du département. Une ultime étape où, à nouveau, patrimoine historique et patrimoine naturel se côtoient de très près. Nous sommes à Berenthal, en Moselle-Est, un beau petit village d'un peu moins de 800 habitants, avec ce magnifique lac dans lequel on peut se baigner et faire trempette l'été quand il fait chaud, ce qui est plutôt agréable. Un village très historique, avec un patrimoine extrêmement riche, et je vous propose qu'on aille découvrir tout ça. Cette commune se niche au cœur du massif forestier du Pays de Bitche, qui fait partie du parc naturel régional des Vosges du Nord. Un village au patrimoine bâti typique, comme le montrent ces belles maisons à colombage, dont certaines datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais aussi
des maisons anciennes ou le grès rose des Vosges, emblématique de l'Est mosellan, est très présent. Et son patrimoine religieux est également remarquable, avec l'église Sainte-Catherine, construite au XVe siècle. Partiellement détruite durant la guerre de 30 ans, elle est reconstruite en 1630. Elle sera également restaurée au XXe siècle, après avoir été endommagée durant la Seconde Guerre mondiale. À quelques centaines de mètres, il y a également la chapelle de l'Immaculée Conception, édifice néo-gothique construit au XIXe siècle. Enfin, au pied de la mairie, cet ours en béton. Cet animal est le symbole de Bärental. Au XVIIe siècle, ce seraient les Tziganes qui peuplaient les forêts bordant le village qui auraient amené cet animal ici. Si le dernier ours a été officiellement abattu en 1750, une légende subsiste. Elle raconte qu'un ours aussi gigantesque qu'effrayant aurait été attaché à un rocher quelque part dans la vallée et qu'en cas de mauvais temps, ses hurlements terribles résonnent à travers les arbres et les rochers. Bärental est traversé par la rivière de la Zinsel et compte 2 étangs importants, dont l'un est bordé par un camping, avis aux amateurs. Ce village est littéralement entouré de nature. Sur les 3900 hectares que couvre la commune, près de 90% sont des zones humides et des forêts, avec des lieux de baignade, de pêche et de nombreux sentiers de randonnée. Et cela fait évidemment partie des grands atouts de cette localité, comme me l'explique Serge Veil, le maire du village. Sur des anciennes cartes postales, on dénomme toujours Bärental station de cure d'air. Et finalement, on a gardé un petit peu cet esprit. On est vraiment une réserve de biodiversité. Bärental, c'est l'eau, la nature, la forêt, le patrimoine historique, touristique. On est aux portes de l'Alsace, on est aux portes de l'Allemagne, on est aussi à la porte de la Moselle finalement. Et c'est un petit peu ce qui fait notre diversité et aussi l'attrait qu'on peut y trouver. Prenons maintenant de la hauteur en empruntant un sentier forestier. Direction l'un des immenses éperons rocheux qui entourent la vallée. Un rocher sur lequel se trouvent les ruines d'un château fort. Mais avant d'arriver là-haut, sur le chemin, nous croisons des cavités fermées par de lourdes grilles, et pour une bonne raison. Derrière moi se trouve une grotte située sous le château du Ramstein. Des grottes qui ont servi d'abri aux habitants de Bärental durant l'hiver 1944-1945, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, principalement du début de l'automne au début du printemps, eh bien, ces grottes, qu'on appelle aussi les tourbières, abritent des chauves-souris. Une grotte qui aujourd'hui est entièrement consacrée d'ailleurs à leur préservation. Et c'est pour ça que je parle pas trop fort, j'ai pas envie de les déranger. Allez, on va un peu plus loin, on les laisse dormir. Allez, on reprend la marche et la grimpette, direction le château du Ramstein. Après encore quelques efforts, nous arrivons sur ce qu'il reste de la construction, c'est-à-dire pas grand-chose. Les ruines du château dans lesquelles nous nous trouvons datent du XIIIe siècle. À l'origine, ce château fort, construit sur ce promontoire de grès rose, servait à contrôler l'accès de cette vallée, la vallée de la Zinsel, donc en contrebas. Mais rapidement, ce château devient un repère de brigands, à tel point qu'il est détruit durant le XIVe siècle. Et oui, on peut dire donc que ce château aura eu une durée de vie extrêmement courte, moins d'1 siècle. Bärental, un village où histoire, légende et nature se mêlent et s'entrelacent au fur et à mesure des routes et des sentiers. Un beau village qui ne manque pas d'atouts, situé aux portes de l'Alsace et de l'Allemagne, et qui participe à la richesse historique et naturelle de la Moselle. Et voilà pour cette visite du village de Bärental en Moselle-Est. Un village vraiment superbe avec un patrimoine extrêmement riche qui nous permet de bien comprendre son histoire. Et voilà, nous venons de découvrir 10 villages étonnants en sillonnant les routes mosellanes. 10 étapes qui nous ont permis de comprendre un peu mieux cette histoire mouvementée qui est la nôtre. Antiquité, Moyen-Âge, siècle des Lumières, 19e, 20e siècle, chaque époque a marqué notre territoire de son empreinte. Et même si nous n'avons découvert qu'une infime partie de la Moselle au cours de cette émission, nous avons entrouvert la porte d'une histoire plurimillénaire qui, petit à petit, a bâti ce territoire que l'on appelle aujourd'hui la Moselle.
Notre voyage aux quatre coins de la Moselle se termine donc ici, dans cette belle forêt mosellane. Tous ces villages que nous avons découverts durant ce road trip, si on peut dire, nous prouvent une chose importante, le patrimoine mosellan est exceptionnel et ses nombreux vestiges nous permettent de bien comprendre, de voir toutes ces petites pièces de puzzle qui forgent l'histoire mosellane.